Oded, Lifshitz, Ariel et Kfir Bibas, formellement identifiés hier après leur restitution par le Hamas. C'est donc officiel, mais celui de Shiri Bibas manque à l'appel. Pour en parler, nous sommes avec Jacques Neria ce matin, ancien officier du renseignement militaire. Il a été attaché militaire en France, en Belgique et au Luxembourg et conseiller diplomatique de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup Jacques d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous l'avez vu, effectivement, cette information, le Hamas qui a rendu un 4e corps anonyme. Ce n'est pas Shiri Bibas, a dit l'Institut médico-légal de Tel Aviv. Ce corps ne correspond en effet à aucun otage masculin ou féminin. Que vous inspire cette information ? Écoutez, ça ne m'étonne pas. Je m'attendais plus ou moins à un tour de la part du Hamas. Et puis, c'est comme vous le voyez si bien, c'est l'incarnation, la vraie incarnation du mal. C'est le Hamas qui savait déjà à l'avance que le corps qu'il rendait n'était pas le corps de Shiri Bibas. Et tout de même l'a fait. Ça me rappelle des événements pareils. Je dirais que dans des échanges que nous avons eus dans le passé, où des cercueils remplis de pierres, de cailloux avaient été rendus en Israël au lieu de dépouilles mortelles. Donc je dirais cette attitude envers les dépouilles des Israéliens ne m'étonne pas du tout. C'est le manque de respect est total. Et tout simplement nous apprend que nous faisons face à une civilisation, à une culture, je dirais, qui est complètement différente de la nôtre et qui nous choque de chaque fois de nouveau parce que nous ne sommes pas habitués à ces images-là. Alors quelle peut être justement la réponse d'Israël ? On sait que là, normalement, dès demain, ce sont des centaines de terroristes qui vont être libérés en échange notamment de ces 4 corps restitués, mais aussi des 6 otages vivants qui vont être libérés demain. Est-ce que Israël doit relâcher ces terroristes ? Et sinon, quelle est la réponse que doit apporter l'État hébreu ? Écoutez, la première priorité, c'est de ramener nos frères et nos sœurs chez nous à la maison. Je dirais, il faut continuer cet accord que nous avons parce qu'il est primordial et essentiel pour Israël pour que la plaie créée le 7 octobre soit cicatrisée. Et autrement, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Donc, il est formel et il est important, je dirais, de suprême importance de continuer cet accord-là. Je dirais, nous avons le temps de traiter avec le Hamas. Je dirais, d'abord, prenons soin de nos frères et de nos sœurs, ramenons-les chez nous. Et en deuxième temps, nous allons tout simplement prendre soin du Hamas et l'éradiquer complètement. Donc, quitte à libérer des terroristes avec du sang sur les mains, plusieurs fois condamnés. Malheureusement, c'est le marché qui a été conclu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il était très clair déjà depuis le 7 octobre que c'était la monnaie d'échange contre les otages israéliens. Il fallait payer en prisonniers palestiniens. Malheureusement, c'est ce qui se passe et on n'a pas d'autre choix. Les opérations militaires n'ont pas mené à la libération des otages, ce sont plutôt des accords politiques qui l'ont fait. Donc, respectons, je dirais, ce qui a été acquis et non pas nous ne devons pas nous réfugier dans des possibilités qui sont certainement inaptes à la réalité. Alors, pour rester sur ce dossier de la libération des otages, les négociations pour la 2e phase de l'accord débutent un peu timidement. Benyamin Netanyahou exige notamment que les dirigeants du Hamas soient exilés à l'étranger, que Gaza soit démilitarisé et qu'Israël maintienne le contrôle de sécurité dans la bande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est très bien. La question est de savoir est-ce que c'est applicable. Je pense qu'il faut tout simplement se rendre compte que la décision aujourd'hui se passe et se trouve à Washington et non pas tellement à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc ce que les Américains décideront, eh bien Netanyahou suivra ça. Les Américains disent qu'il y aura une certaine difficulté pour achever une deuxième phase des négociations concernant les otages. Je pense qu'il faut mettre des buts qui sont réalistes devant nous.
pour l'instant, dire déjà et tonitruer comme quoi nous allons éliminer le Hamas, c'est bien pas. Ça fait déjà 15 mois qu'on ne l'a pas fait. Alors, soyons un peu plus modestes et essayons d'arriver à un accord pour libérer ceux qui restent de nos otages, vivants et morts, naturellement. Et ensuite, nous allons prendre soin du Hamas, c'est pas avant. Le Hamas a quand même été considérablement affaibli. C'est ce que nous disait d'ailleurs le colonel de réserve Meir Dahan hier. Il nous disait qu'il n'y avait plus de commandement vraiment très, très fort au sein du Hamas. Vous vous dites ce n'est pas vraiment le cas. Il y a toujours quand même cette menace. Hein. Tout à fait. Le Hamas a réussi à recruter de nouveau des milliers de combattants. On a vu les défilés du Hamas pendant la libération des otages. On a vu comment le Hamas est en train de gérer la bande de Gaza. On le voit, le Hamas gère la bande de Gaza militairement, civilement, et on le voit. Il ne faut pas tout simplement se cacher derrière nos doigts. Eh bien, la réalité est la suivante. Le Hamas n'a pas été éradiqué depuis le début de ce conflit-là depuis le 7 octobre. Le Hamas n'a pas été éradiqué. Alors justement, un attentat terroriste a été revendiqué hier par une cellule active apparemment de Judée-Samarie concernant cette série d'explosions dans des bus, des bombes qui ont été actionnées et qui heureusement n'ont fait aucun blessé parce qu'elles ont été mal actionnées. Ça aussi, c'est une menace que doit prendre au sérieux Israël. Écoutez, la menace de la bande de Gaza est traitée. Et elle est traitée par le fait que l'armée israélienne se déploie dans un périmètre autour de la bande de Gaza et je dirais plus ou moins c'est une imperméabilité aujourd'hui des frontières, ce qui devait être le 7 octobre. Ce n'est pas le cas en Judée et Samarie où il y a, je dirais, où les 600 000 Israéliens qui vivent là-bas, une grande partie d'entre eux vivent dans des agglomérations qui sont isolées, et naturellement pourraient être, je dirais, victimes d'attaques terroristes. C'est pour cela que nous avons sur place aujourd'hui 23 bataillons qui vont être renforcés par 3 autres bataillons. Donc la présence militaire, pour nous, le front de la Cisjordanie, donc de la Judée et de la Samarie, est un front réel qu'il faut tout simplement qu'il est beaucoup plus dangereux que n'importe quel autre front, puisque à quelques minutes de Netanya, de Tel Aviv, se trouvent, je dirais, les concentrations de terroristes en Cisjordanie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des attentats en entrant légalement en Israël aussi. Et ça, c'est peut-être un autre problème, Jacques. Tout à fait. Écoutez, naturellement, d'un côté, il y a un grand dilemme ici. C'est d'un côté, est-ce qu'on va laisser les Palestiniens travailler en Israël, ou bien au contraire, on va tout simplement sceller la Cisjordanie de tous les côtés. Donc, il y a naturellement est créé, je dirais, une implosion là-bas où les terroristes et autres Palestiniens qui n'auront pas le choix, tout simplement que d'aller faire des actions de terrorisme contre, je dirais, des civils israéliens sur place ou autres, n'importe quoi, et tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'autre choix que de le faire pour pouvoir avoir une certaine possibilité de vivre, puisque le financement de tout ce terrorisme se trouve au-delà de ce que nous pensons, au-delà de l'horizon, se trouve déjà à Téhéran. Alors peut-être un dernier mot aussi sur ce qui se passe sur le front nord, Jacques Néria. On a vu que Tsahal a lancé de nombreux encore contre le Hezbollah à la frontière entre le Liban et la Syrie. Le Liban qui ne respecte donc pas apparemment ses engagements de cesser le feu avec Israël. Hein. Alors, au Liban, il faut faire attention. Il y a le gouvernement libanais qui est en train de contribuer d'une manière ou d'une autre, peut-être pas assez suffisante, à la sécurité du Sud-Liban. Et il y a les organisations terroristes, comme le Hezbollah, qui tout simplement n'acceptent pas le fait d'être complètement marginalisé dans le spectre politique libanais. Et ce qui se passe, c'est qu'Israël tout simplement prend soin et continue à s'armer, donc et continue à circuler entre la Syrie et le Liban. Rappelez-vous, entre la Syrie et le Liban, il y a 146 passages illégaux
qui sont connus par les autorités. Il faut naturellement agir sur ces passages-là pour interdire le flux d'armes du côté de la Syrie et vers le Liban. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jacques Néria pour ces précisions. On vous retrouve, je l'espère, très bientôt sur Radio J. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Le Forum Radio J. Retrouvez